Vous savez apparemment, il y a un conflit en Europe qui était presque comme la Première Guerre mondiale. Je pense que ce serait un super sujet d'AGGSP à traiter. Qui veut le faire avec moi? Ok, donc personne. Qui es-tu? Je suis la voix dans ta tête. Bon, j'imagine que je vais devoir le faire avec toi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, si j'ai bien compris, la guerre de 30 ans est un conflit majeur qui a ravagé l'Europe de 1618 à 1648. On considère qu'elle a été déclenchée par la défenestration de Prague en mai 1618. Alors, avant toute chose, comment on en est arrivé à jeter les catholiques par la fenêtre? En 1609, le prédécesseur de Ferdinand II, l'empereur du Saint-Empire germanique, a promulgué la Lettre de Majesté, qui octroie entre autres le droit du culte protestant à la province de Bohême. Mais quand je suis extrêmement catholique, élevé par des jésuites et relativement conservateur, Ferdinand II arrive au pouvoir, quand on entend parler de la lettre de son oncle, il est un peu en mode ouais, mais non. Exactement. Dès qu'il trouve la moindre justification, il fait fermer le plus vite possible les églises protestantes comme si la lettre n'avait jamais existé. Les nobles de Bohême comprennent qu'ils doivent prendre les choses en main, de manière certes ferme, mais diplomatique. Alors, ils se rendent au château royal de Prague, où ils vont agir de la manière la plus diplomatique possible pour mener les négociations. Ils ont défenestré 3 représentants catholiques. Quoi? Et c'est pourquoi, à la base, elle oppose d'abord les princes protestants du Saint-Empire romain germanique à l'empereur catholique Ferdinand II. Cet événement, sans surprise, déclenche une guerre ouverte entre les deux parties. Faut voir que pour que les princes puissent se battre contre Ferdinand II, c'est pas forcément pratique, c'est le roi de Bohême, c'est Ferdinand II. Et ça tombe bien, le roi de Bohême, c'est pas vraiment l'empereur. Enfin, si, mais c'est pas obligatoire. Donc tous les princes ont juste eu à se réunir et à dire « Ouais, maintenant ce sera Ferdinand V du Palatinat » et ainsi de suite. Légalement, ça marchait pas trop parce que Ferdinand II ne le reconnaissait pas et qu'il considérait les princes comme des traîtres, mais de toute façon, ça allait pas durer assez longtemps pour valoir quelque chose. En 1620 se déroule la bataille de la Montagne Blanche, menée par le général Tilly et les troupes impériales. Les Bohémiens se font écraser et Frédéric V gagne son surnom de roi d'hiver, n'en ayant gagné qu'un seul. Exécution, confiscation de terres, exil des nobles, évidemment recatholisation forcée. Une fin assez définitive en somme, et c'est évidemment là que tout s'arrête. Évidemment pas. Quelque chose d'assez rare pour être noté survient alors. En 1625, les Danois entrent en guerre. Officiellement, ils veulent garantir la sécurité des princes protestants de l'actuelle Allemagne. Très sympa les Danois, mais en vérité, c'est que les Habsbourg, la famille de Ferdinand II, contrôlaient toute cette zone nord, le Danemark se retrouverait complètement encerclé. C'était l'occasion. Mais entre-temps, Ferdinand II s'était trouvé un nouvel atout, Albrecht von Wallenstein, qui a levé à lui tout seul une armée gigantesque et ambitieuse. En 4, le roi de Danemark aurait probablement mieux fait de ne rien faire. Ensemble, Tilly et Wallenstein remontent et prennent le contrôle de toute la partie nord en seulement 4 ans. Et Christian IV est forcé de signer la paix de Lubeck en 1629. Ferdinand II est au top de sa puissance. Il pense être capable d'imposer le catholicisme partout et promulgue dans la foulée le traité de restauration dans lequel il veut récupérer toutes les terres catholiques perdues depuis 1552. Ils iront alors en guerre contre tous les princes protestants. Et tout le monde remercie la participation des Danois. Je crois que je commence à comprendre pourquoi on n'entend jamais parler des Danois. Alors que les Suédois, eux, le roi Gustave II Adolphe, et pas Gustave Adolphe II, visiblement, débarquent en Poméranie, avec une armée moderne, disciplinée, totalement reformée. Il y a des objectifs clairs. Protéger les protestants, casser les Habsbourg, et surtout renforcer la domination suédoise sur la mer Baltique. Ils se rangent donc du côté protestant, dans la guerre de 1630. Évidemment, les pays voisins n'ignorent absolument pas ce qui se passe. En France, on est malin. Et quand je dis on, je veux dire le cardinal Richelieu. C'est pourquoi il finance la Suède. Oui, la France catholique. Finance les protestants. Les voies de la géopolitique sont impénétrables. Mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, la Suède écrase l'armée de Tilly dans la bataille de Brentheisfeld et prend le contrôle du nord en 1631. Comme quoi, les Danois. L'année suivante, les Suédois gagnent aussi la bataille de Lutzen, mais Gustave II Adolphe y meurt. Compliqué d'inspirer les troupes lorsqu'on ne peut plus respirer. Il a beau être érigé en héros, la coalition protestante s'affaiblit. En 1635, à force de combat, l'empereur Ferdinand II commence à réaliser qu'il n'est pas tout puissant et essaye de reprendre la main. Il signe la paix de Prague avec la Ligue catholique et beaucoup de princes protestants allemands. Le but, arrêter les bains de sang, ressouder l'empire et isoler la Suède.
La guerre se calme un peu jusqu'à qu'un nouvel invité arrive. Globalement, toujours les mêmes qui posent problème. Depuis le début, nous parlions des Habsbourg, mais la réalité est très différente. Car il n'y en a pas un, mais deux. T'es qui, toi? Un Danois? Ah! Il y a déjà les Habsbourg d'Autriche, dont nous parlons depuis le début, et les Habsbourg d'Espagne, qui contrôlent entre autres l'Italie du Sud, les Pays-Bas. Oui, et l'Espagne aussi. À eux deux, ils contrôlent la moitié de l'Europe, et risquent de plus en plus d'encercler la France, ce qui rend malade de peur le cardinal Richelieu. Alors, quitte à financer une autre religion, il finance la Suède. Alors, quand les Suédois perdent à Nordlingen en 1634, et qu'en plus l'Espagne lance une lettre menaçante à la France, il est temps d'agir. La lettre est publiée, la guerre devient populaire, la guerre est déclarée à l'Espagne, et par extension, au Saint-Empire romain germanique. La France, évidemment, a une image à défendre. Alors c'est avec beaucoup de témérité, disons, qu'elle n'ouvre pas un, pas deux, mais bien 3 fronts. Déjà contre l'Espagne, en Flandre, parce que c'est juste à côté et que les Pays-Bas espagnols sont une menace permanente. Ensuite en Italie, au Piémont, parce que contrôler le Piémont, c'est ouvrir un passage stratégique vers l'Empire. Et enfin dans la vallée du Rhin, à l'est de la France, pour empêcher l'Empire de passer en France, pour protéger Alsace, afin d'une future conquête, et soutenir la Suède, toujours alliée. Ainsi, la quasi-totalité de l'Europe est maintenant en guerre, et pour des raisons clairement politiques. Il faut voir que les soldats n'étaient pas des pros disciplinés comme les armées modernes. Souvent, ils pillent les villages pour survivre. Prise de nourriture, vol d'animaux, destruction de récoltes, mais aussi violence, viols et massacres massifs parce que les humains, j'imagine. Donc même les civils qui n'avaient rien à voir avec le conflit subissent tout. Des villes entières étaient assiégées. L'armée veut généralement forcer l'entrée, bombardement, incendie, famine à l'intérieur, et quand la ville tombe, pillage et massacre. Les armées détruisent champs, greniers, animaux. Les villages sont brûlés ou vidés, pas de nourriture, des morts de faim en masse. XVIIe siècle oblige, l'hygiène est nulle. Les populations sont affaiblies et ainsi les maladies graves comme la peste et la dysenterie se propagent. Bien sûr, les médecins n'existent pas, ou alors ne savent pas quoi faire. Alors, les villes abandonnées se transforment en camps pour malades où des milliers y meurent. Les pertes sont estimées à environ un tiers de la population sur le territoire du Saint-Empire. Certaines régions rurales perdent presque la moitié de leurs habitants. Des familles entières disparaissent et un nombre affolant de villages sont rayés de la carte. Tous sont plongés dans la peur permanente et le traumatisme intergénérationnel. Beaucoup des survivants perdent terre, maison, travail, statut social. Cela génère aussi des migrations massives dans des zones dites plus sûres. La guerre devient incontrôlable, il faut y mettre fin. Alors, tous les partis décident enfin d'entamer des négociations les plus rapides et claires possibles afin d'arrêter les combats le plus vite possible. Il faut sauver la population à tout prix, quitte à faire d'énormes compromis. Pas vrai? Quatre ans. Les négociations de Westphalie ont duré 4 ans. Et attention, pas 4 ans de travail, 4 ans de 1644 à 1648 de... Bon les gars, on fait quoi? Déjà, 2 villes pour un même traité. Münster entre la France, l'Espagne et l'Empire, et Osnabrück entre la Suède et l'Empire. Le Saint-Empire est obligé de négocier sur 2 fronts, car catholiques et protestants refusent de se voir face à face. Bon, c'est ridicule, mais j'imagine que ça se comprend. Et heureusement, c'est à ce moment-là qu'arrive le sacro-saint des négociateurs, le saint des saints des copies d'AGGSP, Maximilien von Trotzmanndorf, le seul et l'unique. Il arrive en 1645 en sa qualité de plénipotentiaire de Ferdinand III. Oui, Ferdinand III. Ferdinand II était mort en 1636-37, mais en fait, c'est pas très important et je l'aime pas trop, donc je l'ai zappé. Il a déjà négocié plein de traités, c'est un monstre en diplomatie. Sa stratégie, donner des concessions religieuses et politiques aux princes allemands pour les rassurer, être inflexible contre la France et la Suède. Résultat, les catholiques disent « t'abandonnes trop », les protestants disent « t'es trop dur ». Du coup, ouais, il est pile au milieu. En 1647, fatigué de la lenteur des pourparlers, il demande la permission de partir, peut-être à cause de maladie. Mais il a déjà verrouillé l'essentiel du futur traité. Mais pourquoi c'est si lent d'ailleurs? Les négociations sont un enfer. Des centaines de diplomates, énormément de camps différents, il faut concilier religion, politique, combat, et comme personne ne se fait confiance, il faut que tout le monde valide tout avec tout le monde, alors que tout se passe dans 2 villes différentes. Villes qui d'ailleurs n'étaient initialement pas prévues pour ça et qui ont été complètement aménagées. En plus, les diplomates voulaient du divertissement, du théâtre, des balles. Ferdinand III refusait par-dessus tout le protestantisme dans ses terres les plus importantes. La France et la Suède n'acceptaient les accords qu'ensemble, et la France, justement, gagnait à continuer la guerre.
Évidemment, au grand plaisir de la population, les combats ne s'étaient pas arrêtés et l'issue de ceux-ci venait influencer les négociations. Bref, c'est un chaos total, une sorte de monde dystopique parallèle dans lequel tout le monde est fou et déconnecté de la réalité. « 24 octobre 1648. Maximilien von Trotzmanndorf avait déjà essayé de rédiger un traité de paix complet avant de se retirer, et celui-ci a été repris comme base pour le définitif traité de Westphalie. D'abord, nous obtiendrons un nouvel ordre religieux. Le calvinisme est enfin reconnu officiellement, et on a un début des vraies coexistences confessionnelles. En deux, un nouvel ordre politique. L'empereur perd énormément de pouvoir, et les États allemands deviennent quasiment indépendants. Ils ont le droit de faire des alliances et ont une autonomie interne. Il y a aussi là la naissance de la notion moderne de souveraineté des États. En trois, des changements territoriaux. Déjà, la France, qui obtient la région de Metz, de Toul et de Verlin. Elle gagne aussi Brisach et prend la Basse-Alsace. Elle en sort ultra renforcée. Ensuite, la Suède. Elle gagne des territoires en Poméranie et obtient des ports clés en Baltique. Elle devient une grande puissance nordique. Et d'autres indépendances sont confirmées, comme les Provinces unies qui deviendront les Pays-Bas, ou la Confédération suisse qui deviendront la Suisse. Et enfin, en 4, fin de la domination des Habsbourg. L'Autriche et l'Espagne en sortent ultra affaiblies et l'Allemagne est ruinée, dépeuplée et politiquement morcelée. La guerre de 30 ans a donc duré 30 ans. Et d'une certaine manière, c'est un peu la première guerre mondiale pour les Européens. En tout cas, une première guerre mondiale européenne, qui a laissé un ordre européen qui restera durant toutes les centaines d'années suivantes. Je pense qu'on peut dire que j'ai bien compris.